Bon, à commencer. C'est bon. Franck, je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous, bonsoir même, vu l'heure. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Franck Tertre, je suis enseignant en topométrie à l'école et je suis également responsable du cycle de licence professionnelle géomètre-géomaticien. Donc, dans un premier temps, hein, comme l'a dit Wendy, je vais vous présenter rapidement un petit peu la formation, on va dire une vingtaine de minutes. Et ensuite, il y a comment Timothée qui va prendre la suite. Et après, on passera aux questions. Alors, essayez, ouais, mettez bien vos micros en éteint, s'il vous plaît. Et puis moi, comme ça, il n'y aura pas de bruit de fond, de bruit parasite. Donc, je vais normalement vous partager un PowerPoint. Alors, hop, tac, tac. Et donc, est-ce que vous le voyez? Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Oui. Ouais, ok. Eh bien, écoutez, on va commencer alors. Donc, alors, on va commencer peut-être par vous définir ce que c'est que le métier enfin la formation, qu'est-ce que ça recouvre la notion de géomètre géomaticien. Alors, vous avez certainement une idée du métier de géomètre. Donc, c'est peut-être que vous avez déjà croisé les géomètres dans votre rue. Donc, l'image d'Épinal qu'on en a, en gros, c'est que c'est quelqu'un qui est dans la rue avec un appareil de topo et qui fait des mesures pour faire un plan. Donc ici, vous voyez donc nos élèves dans un village de Provence, hein, près de Fort-Calquier, et qui font le lever de l'amphithéâtre et qui vont le restituer ensuite sous forme de plan avec un logiciel de DAO qu'on appelle le AutoCAD en général. Alors ça, c'est le métier peut-être que vous connaissez un petit peu. Et puis, il y a l'autre partie, donc la géomatique. Donc là, on parle de géomaticien. Alors, quand je parle de géomatique, en fait, j'inclus aussi la collecte de données, hein, comme le géomètre. Mais géomaticien, voilà, peut-être que vous avez plus l'idée de quelqu'un qui est plutôt du côté numérique, hein, qui va traiter l'information, qui va faire des analyses, qui va utiliser des logiciels qu'on appelle SIG, donc système d'information géographique. Alors, des applications géomatiques, vous en connaissez plein, sans le savoir peut-être, mais quand vous utilisez votre GPS de navigation dans votre voiture, bah, c'est purement une application de géomatique. Ça allie une base de données géographique avec des données de géolocalisation, hein, qui sont issues du GPS. Et puis évidemment, bah, si je devais citer sur votre téléphone portable une application, bah, c'est Google Maps, hein, qui est typiquement aussi une application de géomatique. Donc voilà, un petit peu l'idée. Donc c'est géomètre, c'est un petit peu collecte de données, c'est plutôt, on va dire, orienté un peu terrain, collecte. Et puis géomatique, c'est plutôt numérique, un traitement des données. Et l'idée de la formation, hein, ça va être de lier les deux pour avoir une formation qui est complète et qui permette à des gens hein, d'être polyvalents, donc depuis l'acquisition des données jusqu'au traitement. Donc du coup, voilà, donc l'idée, hein, c'est que à l'issue de la formation, vous soyez compétent pour collecter les données, traiter les données, analyser les données, et puis évidemment, bah, diffuser l'information géographique. Donc diffuser l'information géographique, ça veut dire faire des plans papier, comme avant, mais aussi faire du web cartographique, faire du SIG, etc. Donc passer à l'ère numérique. Alors dans un premier temps, on va regarder chacun des termes, là, collecter, traiter, analyser, diffuser, pour vous illustrer un petit peu ce que j'entends par ces quatre termes. Donc, collecter une information géographique. Donc là, c'est, voilà, je le répète un peu, le côté géomètre, côté terrain. Donc là, on utilise des instruments de mesure. Donc ici, vous avez un tachéomètre, là. Ici, vous avez un GPS professionnel, là, un drone avec un appareil photo. Ici, un laser scanner. Et puis, évidemment, bah, on utilise aussi des images aériennes ou des images satellites. Donc voilà. Donc alors évidemment pour les images satellites, hein, c'est pas les géomètres qui vont faire quoi que ce soit. On va être utilisateur hein, de ces données, que ce soit. Par contre sur les photos, hein, ça peut être le rôle. Il y a aussi des photographes navigants, donc ça peut être aussi une sortie métier à l'issue de la formation. Alors vous avez peut-être entendu parler de lidar. Donc c'est comme un laser scanner, hein, mais sauf que c'est embarqué sur un avion ou sur un drone.
Donc, c'est la même chose que le laser scanner terrestre, sauf qu'on l'embarque sur un avion et ça nous permet d'avoir une modélisation 3D en fait en dessous de l'appareil. Alors, quand on parle de traiter, analyser l'information, généralement, voilà, là ici on a des photos aériennes qui ont été redressées, donc pour en faire des orthophotos. Donc ça veut dire que ce sont des photos qui ont la même valeur qu'une carte. C'est-à-dire que géométriquement, elle a été redressée et donc les distances sont bonnes, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Donc ici, vous avez un exemple d'une utilisation sous SIG. Et puis donc là, typiquement, on va faire une occupation des sols. On va délimiter des choses, on va regarder les différentes végétations, etc., etc. Et puis à partir de là, on va pouvoir faire des croisements de données, une analyse, etc. Alors, on peut l'utiliser évidemment pour tout ce qui est occupation des sols, évidemment, démographie, gestion des risques, inondation. Voilà, on peut faire des MNT, enfin des modèles numériques de terrain, analyser les bassins versants, voir un petit peu comment évoluerait les cours d'eau en cas d'inondation et à partir de là, faire des plans de prévention. Donc, ça sert aussi donc à donner un outil de décision, on va dire, aux collectivités territoriales ou à l'État. Alors, diffuser l'information géographique, donc là, voilà, c'est au bout de la chaîne, donc ça peut être le plan papier, comme je vous ai montré sur le premier plan, là, à partir de le plan d'amphithéâtre. Ça peut être une orthophoto, donc ça peut être donc partir de photos aériennes et ensuite en faire une orthophoto, c'est-à-dire une carte qui est enfin une photo qui est géométriquement redressée et qui est géométriquement exacte. Donc ça, c'est ce que vous pouvez regarder quand vous regardez Géoportail, donc, par exemple, qui est, on va dire, le Google Maps français, donc produit par l'IGN. Là, ici, vous avez une modélisation 3D, hein, donc ici, de la ville de Forcalquier. Alors, je parle souvent de Forcalquier parce que vous allez voir tout à l'heure, hein, c'est là qu'on va faire nos travaux de terrain. Donc, ça veut dire que la première année et la deuxième année, on va faire plusieurs mois de terrain sur le site de Forcalquier, donc qui est dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Luberon. Alors, les métiers. Les métiers en sortie, alors ils sont divers parce que l'idée de cette formation, hein, c'est vraiment d'être polyvalent. Donc on pourra, selon les appétences des uns des autres, selon aussi peut-être l'âge des personnes. Donc quand on est jeune, on aime bien voyager, faire un peu de terrain. Et puis après, on peut se poser peut-être pour faire plus de traitement de données, de diffusion de données. Donc ici, vous allez pouvoir travailler donc, dans tous les services d'information géographique. Donc là, service SIG, système d'information géographique, SIG. Donc là, c'est typiquement des choses qui sont très développées dans les collectivités territoriales hein, pour gérer, par exemple, les ordures, les jardins publics, tout ce genre de choses, la végétation, les arbres remarquables, etc. Tout ce qui est inondation, cours d'eau. Donc ça, ce sont tous les services, en fait, toutes les collectivités territoriales importantes ont au moins un service SIG. Il y a également toutes les entreprises, les secteurs d'activité comme Veolia, EDF, RATP, en gros, toutes les entreprises où il y a du réseau. Donc là, pour traiter en fait l'information, en fait, ça passe par des réseaux, par des cartes, par des SIG. Donc évidemment, il y a une grosse partie des activités qui sont liées à l'aménagement du territoire. Si vous êtes plus attiré par le terrain, il y a peut-être en début de carrière, on peut aller sur des cabinets de géomètres, des bureaux d'études, où là, on sera beaucoup plus axé sur la collecte de données et sur les premiers traitements. On travaille aussi beaucoup dans la conservation du patrimoine. Donc typiquement, voilà, si on a pu reconstituer la toiture de Notre-Dame de Paris à l'identique, c'est parce qu'on avait un modèle 3D de la charpente. Donc ce modèle 3D, il a été fait par des géomètres en principe. Ensuite, donc, évidemment, il faut faire. On a beaucoup d'acquisitions maintenant qui nous permettent de faire de la modélisation 3D. Donc, vous aurez une formation sur comment modéliser à partir de scanner laser un territoire, un bâtiment. On peut aller zoomer un peu on zoomera un petit peu sur le bâtiment où on fera une petite introduction au BIM. Donc là, le BIM, c'est vraiment on zoome sur un bâtiment et on va donc faire un modèle 3D du bâtiment en mettant un petit peu
tous les constituants du bâtiment. Et donc derrière, il y a une base de données. Donc quand on aura un modèle complet du bâtiment, on peut avoir le modèle des fenêtres, le modèle des portes, on clique dessus, on sait où l'acheter, le modèle, etc., etc. Donc ça, si le BIM, ce sera juste une introduction, c'est pas le cœur de notre formation, mais éventuellement, s'il y a des gens à qui ça plaît, ça permet ensuite peut-être d'aller sur un master spécialisé. Donc le génie civil, le BTP évidemment, ensuite tout ce qui est service web, donc pour faire de la carto embarquée, du géomarketing, ce genre de choses, donc tout ça aussi. Donc la formation, elle aura un gros côté numérique, il y aura du développement informatique, il y aura donc des cours qui vous apprendront à faire un site, par exemple, pour ensuite faire de la carto sur ordinateur. Alors, la formation en elle-même. Donc là, je vais rentrer un peu plus sur la formation, les enseignements qu'on va avoir dans notre licence professionnelle. Donc, c'est une licence professionnelle sur 3 ans. Donc, c'est très rare en France. En général, une licence professionnelle, c'est une licence qu'on appelle suspendue. C'est-à-dire en général, on fait un BTS ou un Bac+2. Et puis, on se spécialise en licence professionnelle sur 1 an. Donc, nous, historiquement, on avait une formation Bac+2 et une licence suspendue. Et puis, comme nos Bac+2 continuaient la plupart sur la licence professionnelle, on a décidé tout simplement de réunir les deux. Et c'est pour ça que maintenant, on a une licence sur 3 ans. Alors, c'est une licence aussi qui est en partenariat avec l'université Gustave Eiffel, puisque nous, Géodata Paris est une école composante de l'université. Alors, on est indépendant de l'université, mais on est associé à elle pour pas mal de choses, on va dire. Mais administrativement, on est encore indépendant. Donc, le Géodata Paris, donc, c'est une école qui est indépendante de l'université et qui est gérée, en fait, qui est un service de l'Institut d'information géographique et forestière, donc de l'IGN. Donc, derrière l'école, en fait, il y a un établissement public qu'on appelle l'IGN, et c'est lui qui finance à 100% Géodata Paris. Alors, comme on est sur le même campus que l'université, on est une école composante, donc on est une école d'ingénieurs, comme l'ESIE aussi, qui est partenaire de l'université Gustave Eiffel. Alors, vous verrez qu'en plus de notre partenaire, Gustave Eiffel, on a un autre partenaire donc, qui est Panthéon-Sorbonne. Donc là, l'idée de se mettre en partenariat avec Panthéon-Sorbonne, c'est pour nous amener en fait une composante sur l'urbanisme, la géographie, l'environnement, donc avec des gens qui sont un peu plus spécialisés dans ces domaines. Ce qui fait qu'à la sortie, en fait, au bout de 3 ans, vous avez une mineure géographie. Vous avez donc normalement, à l'issue de votre scolarité, vous aurez donc un diplôme avec ces 3 logos. Alors, on est en 3 ans aussi, donc on a aussi l'idée de passer d'un Bac+2 en Bac+3, c'est aussi c'est se remettre un petit peu dans le moule européen, puisque c'est licence, master, doctorat. C'est aussi ça suit l'évolution des IUT, puisqu'on est passé du DUT de 2 ans au BUT, au bachelor maintenant, et qui se fait en 3 ans. Donc là, on suit un peu le même mouvement. Il n'y a plus que les BTS, en gros, qui restent sur 2 ans d'études. Alors, contrairement à l'université, voilà, si on est en lien avec l'université, vous allez voir qu'on a des cours, il y a quelques cours à la Panthéon-la-Sorbonne, la plupart, on va dire 80-90%, c'est à l'ENSG, donc à Géodata Paris. L'ENSG, c'est l'ancien nom, donc des fois, peut-être que ma langue va fourcher quelques fois, donc maintenant on dit Géodata Paris, mais la plupart des cours auront lieu sur le campus de Marne-la-Vallée. Par contre, on reste une école à part entière, et donc ici, on aura des promos à taille humaine. Donc, c'est pas du tout des amphis c'est pas des amphis de 150 personnes. Là, on est sur des promos d'une vingtaine d'élèves en première et deuxième année. Alors, sur Panthéon-Sorbonne, des fois, quand on vient se greffer à des cours, là, on sera sur quelques cours, on sera en amphi, mais la plupart des cours, c'est en salle de classe, en TD, donc avec une vingtaine de personnes. Alors, la première année, on va apprendre, on va insister plutôt sur les enseignements de base. Donc, ça se déroule donc à Marne-la-Vallée de septembre à mars. Alors, entièrement, il n'y a pas de cours du tout à la Sorbonne. Donc, tous les cours sont sur Marne-la-Vallée. Donc, de septembre à mars. Et puis ensuite, on part à Fort-Calquier en gros, de mi-avril à mi-juin pour faire des travaux terrain.
Donc les frais de scolarité, c'est ceux de l'université, donc c'est 178 € plus la CVEC, donc à peu près 500. Donc là, c'est de 2025, donc ça doit être les mêmes ou ils ont augmenté d'un euro ou deux, hein, mais c'est exact. A priori, ça ne va pas augmenter plus que ça. On va insister sur la première année, bah, justement sur les disciplines, on va insister sur la collecte de données, donc on va plutôt insister sur le côté géomètre, et puis ensuite on va commencer à introduire les nouveautés comme la cartographie, le SIG, et puis on va commencer aussi quelques bases en informatique, mais qu'on développera ensuite en deuxième année. Alors, on a une grosse base donc, de géodésie, de topométrie, de photogrammétrie, de télédétection. Alors peut-être que ces mots-là ne vous parlent pas, mais photogrammétrie, bah, c'est reconstituer la 3D à partir de deux images, vues de deux points de vue différents. La télédétection, c'est plus l'exploitation d'images satellites. Alors la géodésie, bah, c'est plutôt l'étude des formes de la Terre. Donc en gros, c'est tout ce qui va nous amener, tout ce qui va... En fait, c'est la base de tout classe géomatique, hein, que ce soit la collecte des données ou les traitements. Sans géodésie, il n'y a rien, puisque la géodésie, ça va nous donner tous les référentiels, tous les repères dans lesquels on va pouvoir travailler. La topométrie, ça nous permet d'avoir, c'est une technique de terrain qui nous permet d'avoir des plans et d'avoir des mesures très très précises, hein. On peut aller de quelques dixièmes de millimètres à plusieurs centimètres, hein, selon les chantiers. On va faire de la DAO, donc voilà, pour faire des plans, donc en 2D, 3D. Donc là, ce sera souvent avec AutoCAD. Et donc vous voyez qu'il y a un gros volume horaire. Et puis donc évidemment le nombre de CTS. Donc les crédits, il faut 60 crédits, hein, pour valider une année. Donc là, ça fait 11 crédits sur 60. Donc il y en a 20 autres qui seront sur les projets terrain. Donc voilà, ensuite on décline. Alors on a évidemment un petit peu de cours de géographie d'environnement, puisque on fait de l'aménagement du territoire, hein. En gros, ça va être donc très utile de revoir un petit peu les notions fondamentales de géographie. On va faire de l'anglais, on va faire de la com, RSE, donc tout ça, c'est ce que j'ai mis sous le sigle SHS, hein, sciences humaines. Donc c'est très complet, la cartographie qui commence, le SIG, et puis l'informatique. Alors, et ensuite, le dernier point, donc c'est les mathématiques, puisque en gros, derrière la géodésie, la topo, la photogrammétrie, la télédétection, bah, derrière, tout ça, ce sont des mathématiques. Donc, on va être assez exigeant sur le niveau de mathématiques. Donc, pour rentrer dans notre formation, il est conseillé, hein, je reviendrai peut-être un peu dessus lors de vos questions, hein, mais il est conseillé vraiment d'avoir un bon niveau en maths et d'avoir plutôt la spécialité en terminale enfin en première et également terminale. Enfin voilà, on accepte aussi les gens qui ont fait maths complémentaires, mais il faut aussi avoir un bon dossier, hein, par ailleurs. Donc on reviendra peut-être là-dessus, hein, tout à l'heure. Alors là, on va faire un zoom sur une particularité de notre école. Je pense qu'on est peut-être là encore la seule école en France, ou l'une des seules écoles en France en fait, à faire des travaux terrain et à nous déplacer entièrement. C'est-à-dire qu'on a des locaux à Fort-Calquier avec des PC, donc tout le matériel descend à Fort-Calquier. Et puis là, pendant 2 mois, bah, nos élèves sont mis en situation avec le plupart du temps, des projets faits avec des architectes, les mairies locales, hein, pour faire des plans, pour faire de la conservation du patrimoine. On essaie d'avoir de réels chantiers, enfin de réels projets qui servent aux gens là-bas. Et donc, on met en pratique tout ce qu'on a appris en théorie pendant les cours à Marne-la-Vallée. Donc là, l'hébergement, vous posez peut-être que la question, donc c'est aux élèves de trouver un hébergement sur place là-bas, hein, pendant 2 mois. Alors la deuxième année, on va pousser un peu plus sur le numérique, le côté numérique, donc on va faire beaucoup plus d'informatique, beaucoup plus de SIG, et puis on va se faire un peu moins de disciplines d'acquisition, de collecte de données. Donc on refera de la photogrammétrie, de la télédec, on développera beaucoup le côté cartographie et SIG, donc sous forme de projet, là encore, hein, c'est pas des TP, des cours, hein, vous avez aussi pas mal de projets en deuxième année où on vous demandera d'être assez autonome et puis d'aboutir enfin, de répondre à une commande, à un besoin. On continue la géodésie puisque c'est quand même la base, donc il faut bien comprendre de quoi on parle.
On fait beaucoup plus de développement informatique et puis on continue évidemment à faire de l'anglais. On va faire du droit aussi, hein, puisque on va faire du droit foncier, du droit immobilier, ce genre de choses. On a besoin d'un petit peu d'avoir des connaissances à ce niveau-là pour pouvoir ensuite travailler dans des, on va dire, d'être à l'aise avec, puisque on travaille au niveau de, souvent avec le côté urbain, enfin avec dans le côté urbain sur les villes, et donc on a besoin d'avoir des notions de droit assez développées pour pouvoir comprendre certaines choses qui sont demandées en cabinet ou en bureau d'études. Alors, ça, c'est pareil, hein, il y a 44 ECTS, et puis on va également, donc en fin d'année, là, on prend la première année, je crois qu'il y a 3 mois, la deuxième année, il y a 2 mois de terrain, hein, globalement. Et là encore, bah, là, on va faire des travaux. Alors là encore, un peu plus sous forme de projet. On demandera aux élèves d'être un peu plus autonomes pour pouvoir ensuite répondre là encore en essayant de répondre à des besoins réels clients. Alors, je ne sais pas si vous pouvez noter cette adresse, mais là, vous avez, si on va ici, hop, excusez-moi, clac, zut. Voilà. Vous avez un petit peu, si vous allez sur ce titre-là, vous aurez une petite idée hein, de tous les projets qui sont faits à Fort-Cartier, hein, que ce soit. Alors, ça, il n'y aura pas que les géomètres, hein, il y a des ingénieurs aussi qui rejoignent les géomètres au bout d'un moment. Donc là, vous verrez qu'il y a un mix un peu de toutes les promos, des masters également, des licences pro, et puis des anciennes licences pro suspendues, on va dire, et puis des PPMD. En deuxième année, normalement, les stages terrain est plus court, donc vous avez le temps de faire un stage. Alors, il n'est pas obligatoire, puisque le stage obligatoire, il est en licence pro, il est en troisième année. Mais on vous conseille plutôt de trouver un stage pour pouvoir, dans le milieu professionnel, hein, pour pouvoir avoir une petite idée un petit peu des métiers qui vous attendent en sortie. Alors la troisième année, c'est un peu plus, c'est un peu plus différent que les deux premières, parce que les deux premières, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas d'option, tout le monde suit les mêmes cours. Donc en troisième année, on va avoir deux possibilités. Donc soit on peut poursuivre en alternance, ou alors on continue en formation, en formation initiale. Alors en formation, les gens qui font le choix de formation initiale, eh bien, ils seront spécialisés en imagerie, c'est-à-dire que pendant que les autres seront en alternance, eh bien, les gens feront des cours en imagerie. Donc de la télédétection, de la classification, de la photogrammétrie, ce genre de choses, de la lasergrammétrie, donc tout le côté imagerie, donc qui sera développé pour les gens qui choisiront le choix 1. Et puis le choix 2, donc c'est exactement les mêmes cours, sauf que bah voilà, hein, ils seront moins bien, ils seront moins formés, on va dire en côté imagerie. Alors sur la troisième année, autant les deux premières, on est une vingtaine d'élèves. Là sur la troisième année, on peut aller jusqu'à 30, hein, et qui se répartissent selon les populations, selon les années entre le choix 1 et le choix 2. Alors il faut savoir qu'actuellement, là, les entreprises renaclent beaucoup à faire de l'alternance puisque les aides de l'État ont fortement baissé et du coup là on a des baisses, on a du mal à remplir au niveau de l'alternance. Donc voilà, donc s'il y a un peu moins d'alternants, bah, il y a un peu plus de gens en géométrie, en imagerie, excusez-moi. Alors, la troisième année, donc là, il y a des cours à Paris. En deuxième et troisième année, il y a des cours à Paris 1. Il y a quelques cours à Paris 1, donc en deuxième année, mais très peu. Et en troisième année, par contre, il y a un jour toute l'année. Et donc là, du coup, on aura un peu plus d'aménagement du territoire, de droit, de normes, d'environnement, donc à côté Paris 1. On continuera tout ce qui est cartographie SIG, donc côté numérique, la programmation sous SIG, donc on apprendra à faire des développements pour pouvoir analyser plus rapidement les données. On continuera à faire de la télédétection et puis on fera un petit peu de topométrie. Puis on verra aussi, alors je ne sais pas, il est oublié, mais normalement il y a une initiation au. Ah oui, donc ça c'est le tronc commun. Voilà, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Ici c'est le tronc commun. Et ensuite, selon votre spécialité, donc pendant que les gens sont en alternance, voilà, c'est 22 ETS et ça représente à peu près 34 semaines. Eh bien, les autres, pendant ce temps-là, feront des cours d'acquisition traitement 3D, d'imagerie spatiale, d'intelligence artificielle, de photogrammétrie. Et ils auront également un projet tutoré et puis un stage en entreprise. Évidemment, les gens qui sont en alternance feront leur stage, on va dire, c'est inclus
dans l'alternance, et les gens qui seront sur l'option imagerie, eh bien, eux, il faudra qu'en fin d'année, ils trouvent une entreprise et qui fassent un stage dans l'entreprise. Et il faudra valider ce stage pour pouvoir prétendre à être diplômé de la licence professionnelle, hein. C'est obligatoire, hein. C'est la seule chose où on vous demande d'avoir 10, hein, c'est sur le stage d'entreprise. Le reste des notes, il faut avoir 10, mais ça peut se compenser à l'intérieur des unités d'enseignement. Alors, au niveau du temps, du rythme, de l'intensité du travail, donc c'est normalement, c'est un peu plus, normalement c'est plus dur qu'en terminale, hein. Il faut quand même s'astreindre à travailler, écouter en cours. On n'est pas à la fac aussi, donc c'est l'assiduité obligatoire, c'est des petites promos, donc si les gens viennent pas, ça se voit tout de suite, et ça peut même aller sur des coefficients réducteurs sur les notes, hein, si on voit qu'il y a des absences répétées ou des retards répétés. Donc c'est un peu comme le monde du travail, hein. On vous demande de venir, hein, et d'arriver à l'heure. Euh, Niveau mathématiques, voilà, hein, je reviens un petit peu sur la question. Donc il faut vraiment ne pas être allergique aux maths, parce que vous allez quand même en faire beaucoup en première année, et puis toutes les disciplines scientifiques qui en découlent, hein, la géodésie, la télédec, la photogrammétrie, eh bien tout ça, c'est fondé sur des mathématiques, donc il va falloir utiliser des outils mathématiques pour comprendre, hein, un peu ce que vous faites. Voilà, c'est un diplôme en 3 ans, donc vous n'êtes pas opérateur, vous n'êtes pas presse-bouton, donc on va voilà, hein, quand vous allez utiliser les logiciels, on va vous apprendre on va vous apprendre à comprendre ce que vous faites, et donc voir un petit peu qui est-ce qui se cache derrière les boutons, puisque actuellement il y a beaucoup de logiciels où ce sont un peu des boîtes noires, et donc c'est de plus en plus tout automatisé. Mais donc là, l'idée, hein, c'est que vous compreniez ce que vous faites, hein. Donc il va falloir il y aura un petit peu de théorie pour comprendre, et donc il y a besoin de mathématiques. Alors, tu avais déjà dit, donc ici, ponctualité, assiduité obligatoire, hein, un petit peu comme dans le monde professionnel, hein. Et puis là encore, je reviens sur le côté taille humaine. On est des petites promos, donc il y a un fort suivi, hein. C'est vraiment pas comme l'université. Alors, à l'issue de votre licence, vous avez noté que c'est une licence professionnelle. Donc, l'idée, c'est que vous alliez dans le monde du travail. Ceci étant dit, il arrive que certaines personnes continuent leurs études. Quand je dis certaines, je dirais, il y a une bonne moitié de nos élèves, hein, qui continuent les études. Évidemment, ceux qui sont en alternance vont la plupart du temps en entreprise, mais les autres, ceux qui ont fait sur l'option imagerie, ben, on va dire qu'il y a la moitié à 2 tiers de la promo qui continuent leurs études. Donc, soit vers un master d'autres universités ou celui de l'école, hein, des masters en géomatique, il y en a beaucoup, beaucoup en France. Donc, à l'issue de votre licence, vous pouvez éventuellement continuer donc sur un master, et éventuellement aussi nous pendant vos 3 années, en fait pendant la première année, on va repérer les meilleurs éléments, et puis on va leur proposer de faire un renforcement mathématique, donc de 80 heures, qui aura lieu en deuxième année et troisième année, dans l'idée d'intégrer le cycle ingénieur de l'école. Donc ça, c'est pour les meilleurs éléments, et évidemment, c'est sur la base du volontariat. Alors, pour l'inscription, c'est pas la peine que je m'attarde trop là-dessus, puisque vous êtes en plein, c'est déjà passé. Donc, il faut juste confirmer les vœux, voilà, avant le 1er avril, voilà. Et puis, donc, l'examen des... Alors voilà, donc vous allez confirmer les vœux, et nous, on va examiner les dossiers le 8 avril, en première commission. On va faire une première sélection de dossiers, et ensuite, pour les gens sélectionnés, ben, on les entendra en entretien. Donc l'entretien où on insistera sur les motivations. Donc sur les dossiers, voilà, c'est plutôt le dossier, on va dire, c'est plutôt le dossier académique qu'on va juger, hein. La lettre de motivation, c'est pas un élément essentiel, puisque la motivation, on va la juger vraiment au moment de l'entretien. Et par contre, la lettre de motivation, si vous avez un parcours atypique, c'est là que ça va servir. D'accord? Mais pour les gens qui ont on va dire, un parcours académique classique, bon, on va dire la lettre de motivation, c'est pas le plus important. De toute façon, la motivation sera interrogée le jour de l'entretien.
Mais j'insiste bien, pour les gens qui ont un parcours atypique, qui n'ont pas les bonnes options, eh bien, c'est là qu'il faut nous convaincre hein, à l'aide de la lettre de motivation. Et on vous communiquera les résultats, évidemment, comme Parcoursup, hein, avec le calendrier, donc à partir du 2 juin. Oui, une dernière chose. Alors peut-être que vous avez noté, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que notre diplôme, en fait, il y a aussi deux types d'élèves, en fait. Il y a les élèves fonctionnaires et puis il y a les élèves civils. Donc les élèves fonctionnaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce sont des gens qui ont passé un concours. Donc en gros, ils vont suivre exactement la même formation. Tout le monde va suivre la même formation, hein, que ce soit les fonctionnaires ou les civils. Mais pour les élèves fonctionnaires, ils auront passé un concours avant, donc un petit peu comme l'entretien pour les élèves civils qui passent par Parcoursup. Donc là, en gros, on s'inscrit par Parcoursup, et puis, donc, au lieu de passer un entretien, eh bien, on va passer des épreuves écrites, et puis un entretien. Et puis, si on passe, eh bien, on sera potentiellement appelé pour rentrer à l'ENG sous le statut fonctionnaire, dans l'idée de rentrer à l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière. Donc, vous serez en corps de catégorie B de la fonction publique d'État. Le gros avantage de passer par le concours fonctionnaire, eh bien, c'est que vous êtes rémunéré pendant vos études. Donc là, à peu près d'un 1760 brut par mois. Évidemment, on vous paye vos études. Évidemment, il faudra en retour s'engager à passer 5 ans à l'hygiène. Alors le calendrier, c'est un peu le même que pour les civils, sauf que les dates des épreuves sont légèrement différentes et de toute façon on est calqué sur le calendrier Parcoursup, donc les résultats, c'est le 2 juin. Vous pouvez évidemment postuler sur les deux statuts, hein, statut civil ou statut fonctionnaire, hein. Vous pouvez faire les deux, il y a aucun souci. Et il faudra évidemment choisir, hein, si vous êtes pris dans les deux, il faudra choisir au moment, à partir du 2 juin, hein, pour nous dire laquelle formation vous souhaitez suivre. Voici pour moi. Donc j'espère que je ne vous ai pas endormi et je vais laisser la parole peut-être à Timothée qui va vous décrire un petit peu peut-être un peu plus la vie des étudiants à l'école là. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci Franck. J'en profite avant, Timothée, vous en faites pas, j'ai pris en compte toutes vos questions. On y répondra à la fin du passage de Timothée. Voilà. Vas-y, Timothée. Bonjour à tous. Donc moi c'est Timothée Pichon. Je suis étudiant civil de la licence pro depuis je suis arrivé dans l'école en 2023. Et en fait je sais pas trop quoi dire de plus parce que c'était déjà bien complet. Si je peux parler de la vie étudiante dans l'école, bah, comme on l'a dit, c'est une école quand même qui est assez petite de taille, donc globalement, tout le monde se connaît plus ou moins, la socialisation se passe bien. Il y a des assos étudiantes qui sont là quand même et qui proposent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on s'ennuie assez rarement dans l'année. Et ben aussi, comme on l'a dit, le stage de Fort Calquier, il est là aussi alors certes pour travailler, mais aussi, bah, c'est des super moments aussi qu'on passe entre camarades et voilà quoi. Donc ça c'est vraiment, je pense, un des gros points positifs de l'école et de la licence de manière générale, c'est vraiment le lien que se font les étudiants entre eux. Et ça se fait relativement vite, dès le mois de septembre généralement, voilà, tout le monde a trouvé. Sinon par rapport aux cours, bah, je peux déjà répondre à quelques questions. Je pense que par rapport aux maths au lycée, moi j'avais spé maths en terminale, j'avais pas maths expert, et puis je n'avais pas de physique chimie, j'avais sciences économiques et sociales. Et donc, par rapport à la moyenne des maths, vu que je pense qu'il faut quand même avoir au-dessus de 13 14 au lycée. Et, mais de toute façon, tout va se jouer aussi sur la note au bac. Mais globalement, en première année, dans le module des maths, on voit quand même pas mal de nouvelles choses si on n'a pas fait les maths expertes. Donc, il faut quand même bien travailler les maths en première année. Voilà. Puis sinon, les autres matières, globalement, c'est que des nouvelles choses, à part les sciences humaines. Mais donc ça, bah,
Il suffit juste de bien suivre en cours et puis même de vous entraider entre étudiants et ne pas hésiter à aller demander aux personnes des promos d'au-dessus. Comme ça, normalement, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à la réussite. Donc voilà, je crois que peut-être répondre à des questions. Alors, je vais peut-être préciser sur les mathématiques, puisque je crois qu'il y a beaucoup de questions sur les mathématiques. Alors, Timothée a dit moyenne de 14. Alors, moyenne de 14, c'est très très bien. Mais si vous avez, on va dire, pour l'instant, on prend des gens avec des moyennes qui sont peut-être autour de 11, 12, hein. Il faut par contre avoir à côté de ces notes de mathématiques des bonnes notes, parce que la moyenne générale est prise en compte aussi. D'accord? Donc il y a un gros coefficient sur les maths. Donc il y a un seuil. C'est-à-dire qu'au moment de la sélection, les gens qui n'ont pas la moyenne en maths, évidemment, ce sera compliqué d'être sélectionné. Mais si vous êtes moyen en maths, on va dire 11, 12, hein, faut pas même 10, et que par ailleurs vous avez d'excellentes notes au bac de français et puis sur d'autres matières, vos spécialités, eh bien ça permet de rattraper les notes de maths. Hein, c'est un tout, hein. Il n'y a pas que les maths, mais voilà. Par contre, il y aura un petit focus sur les maths, hein, le gros coefficient c'est sur les maths. Mais voilà, si vous avez la moyenne, enfin, faut tenter sa chance. Ensuite, je reviens sur les maths aussi. On accepte les profils qui viennent de sciences technologies, donc STI 2D, STL. Donc ça veut dire qu'en maths, ils sont forcément moins armés que les gens qui ont suivi le cursus général. Donc là, en gros, en mathématiques, on accepte ces gens-là, et ces gens réussissent, hein, aussi, mais il faut travailler dans ces cas-là. C'est clair qu'en mathématiques, il y a une marche, hein, qui peut être relativement haute. Et donc, par contre, si vous êtes motivé et si vous travaillez, si vous avez aussi un bon dossier en STI 2D, ben, il n'y a pas il y a pas de souci, hein. On forme les gens de STI 2D, hein. Tous les ans, on a des STI 2D dans nos promos. Voilà, on va dire c'est un peu les deux profils, on va dire série générale avec maths. Quelle que soit l'option à côté, on s'en fiche, hein. Comme disait Timothée, vous n'avez pas besoin de faire maths, de physique, chimie. On fait pas de chimie. Alors la physique, on en fait un petit peu parce qu'il y a tout ce qui est un peu optique, mais c'est pas primordial, hein. Vraiment, on insiste plutôt sur les maths. Donc si vous avez les maths et n'importe quelle autre option à côté, ça marche aussi. Ou option mathématiques, hein, je l'ai déjà dit, hein. C'est aussi, on a gardé option, si vous n'avez pas pris la spécialité maths en terminale et si vous avez pris l'option maths complémentaire, ça marche aussi. Notamment pour des gens qui auraient pris AGSSP, maths complémentaire et puis peut-être une autre SES en profil, hein. C'est un profil qui peut nous intéresser également. Donc, il n'y a pas que un profil 100% en mathématiques, hein. Si vous avez des notes, de bonnes notes en maths complémentaires, un bon dossier, il ne faut pas hésiter à candidater. Ok. Du coup, on va prendre les autres questions. Alors, il y a Juliette qui demandait, lorsque tu présentais, Franck, les différents cours pendant les différentes années, s'il n'y avait plus de maths en deuxième année. Alors, encore les maths. Encore les maths. Donc, non, en maths, il n'y a plus de maths en deuxième année. Vraiment, l'idée, c'est qu'en première année, on vous mette à niveau en maths. Et en fait, c'est pas des maths pour des maths, c'est des maths qu'on va utiliser pour la suite. Donc, on va faire des matrices parce qu'une photo, c'est une matrice. On va faire de la trigo parce que voilà, on va faire beaucoup de trigonométrie quand on fait de la topo. Il y a des triangles, il y a la géométrie dans l'espace, hein, puisque quand on fait de la photogrammétrie, bah, c'est des intersections spatiales, ce genre de choses. Donc, tous ces éléments-là, en fait, on va les voir en théorie en maths pour pouvoir les appliquer ensuite dans les différentes matières plus spécifiques au métier en fait, du géomètre ou du géomaticien. Ok, merci. Par rapport au lien que tu as envoyé, j'ai essayé également, l'URL ne fonctionne pas. Du coup, il faudrait qu'on trouve un autre lien, je le renverrai plus tard pour D'accord, ok. les projets des étudiants. Ouais, Enfin, d'accord. moi, Ou ça alors fonctionne parce passer que ou je suis les sur mettre le sur le. VPN. Hmm. Moi, ça fonctionne quand je me mets sur le VPN, mais sans VPN, ça fonctionne pas. Du coup, Ah, on vous l'enverra.
Alors, prochaine question de Thomas. De quelle formation viennent les élèves qui intègrent directement en troisième année? Alors, les troisième années, ils viennent souvent de BTS, BTS topo ou de licence de géographie, euh, ou qui ont déjà fait un master en urbanisme, ce genre de choses, donc des choses assez voisines de ce qu'on peut faire. Mais globalement, voilà, c'est un peu ce type de profil qui est recherché. Ok. De Thomas également. Comment se renforcer en maths si on n'a pas pris la spécialité maths ou si on vient du terminal STI 2D? Alors, si on vient de STI2D, bah, déjà, on a un premier module de maths qui s'appelle complément mathématique. Donc, on fait des maths, on va dire, euh, un niveau qui peut être suivi par des STI2D, mais c'est clair qu'il y a, comme je l'ai déjà dit, il y a une marche entre le niveau des élèves de STI2D et puis ce qui est demandé en licence première année. Donc là, il y a pas photo, il faut travailler par soi-même. Donc ça veut dire aller se faire aider aussi avec ses camarades. Dans les promos, il y a souvent des gens qui sont à l'aise en maths. Bien, il faut aller les voir. Il y a des cours particuliers. Je sais aussi qu'il y a des élèves de deuxième ou troisième année ou des ingénieurs qui peuvent aider. Là, cette année, il y a des licences qui conseillent les premières années, donc qui les accompagnent. Et puis quand on fait cet accompagnement, ça donne quelques points supplémentaires, des géopoints, donc qui permettent aussi de gagner quelques dixièmes sur les notes, par exemple. Donc, faut prendre peut-être des cours particuliers, si vraiment on n'est pas à l'aise, mais il faut travailler, faire des exercices chez soi. Et puis, voilà, si on est motivé, si on travaille, il n'y a pas de problème. Tout le monde, normalement, alors, je vais allumer la lumière quand même. Tout le monde tout le monde réussit, voilà. C'est vraiment les deux conditions, motivation, travail, et quel que soit, si vous avez un niveau même qui est pas très fort en maths, si vous travaillez et si vous êtes motivé, vous allez y arriver. Merci. Je pense que celle-là, tu as déjà répondu. Il faut avoir combien de moyenne en maths, encore des maths, s'il vous plaît, pour intégrer l'école? Voilà, alors on va dire globalement sur les années précédentes, je dirais que pour les gens qui viennent de série générale, on va dire 10-11, voilà, au minimum. Pour les gens de STI2D, on va être un peu plus exigeant, puisque la marche est haute. Donc là, ce sera plutôt, oui, autour de 13-14. Mais voilà, ça dépend. On regarde aussi les autres notes à côté. Donc, si le dossier est bon, ça veut dire que ça tourne bien là-haut. Donc, il n'y a pas de souci. Si on est motivé, on travaille, on peut y arriver. Mais globalement, oui, si vous avez en dessous de la moyenne, ça va être compliqué. Je vous le cache pas. Si en STI2D, voilà, vous êtes en dessous de 12, ça risque d'être compliqué également. C'est fini, là. Voilà. Il rabâche les mêmes trucs. On parle de STI2D et c'est bon, moi je parle STI2D. Ouais. Ouais, mais c'est bon. C'est fini. Voilà, donc c'était la question sur les STI2D, donc je répondais sur les STI2D. Ok, merci. Est-ce qu'on va partager la présentation? Oui, bien sûr, on peut vous l'envoyer. Il n'y a pas de problème. Pour avoir plus de chances d'intégrer la licence, j'ai postulé pour le statut de fonctionnaire, mais j'hésite à conserver ce vœu. Peut-on continuer vers des masters ou des cycles ingénieurs quand on doit faire 5 ans à l'IGN? Merci. Alors non, voilà, vous faites vos 3 ans à l'école et vous allez directement à les services. Alors, vous devez 5 ans à l'hygiène. Et donc, par contre, si vous voulez passer ensuite en master, ce sera pas possible. Par contre, il y a une possibilité, c'est ensuite de passer les concours internes. Donc, si vous restez 3 ans dans les services, je crois que vous pouvez ensuite passer le concours interne pour passer ingénieur. Donc, il vous faudra attendre 3 ans encore dans les services pour pouvoir passer le concours interne. Donc, concours interne, ça veut dire vous refaites les 3 ans de l'école, si vous êtes pris. Il y a aussi le concours professionnel, mais donc là, c'est un peu plus d'expérience qui vous sera demandé. Mais si vous voulez donc enchaîner le plus rapidement possible, il faut au moins 3 ans dans les services.
Arthur qui demande si après un BTS MGTMN, il peut rejoindre la licence en troisième année. MGT, c'est quoi? C'est métier du géomètre topographe, de la modélisation numérique. Oui, d'accord, ok. Oui. Oui, oui. Alors oui, c'est clairement le profil le plus courant hein, pour rentrer directement en troisième année. Donc le BTS Topo, hein, c'est quand même une formation qui est relativement proche de la nôtre. Alors nous, on fait beaucoup plus de numérique, beaucoup plus d'acquisition, on va dire, beaucoup plus d'informatique, de photogrammétrie que les BTS, mais on a quand même une bonne partie des cours qui sont en commun. Après, ils vont pas aussi loin que nous et nous pas aussi loin que, par exemple, en droit, ce genre de choses. Chacun a ses spécificités. Nous, on est peut-être on est plus complet, on va dire, hein, globalement. Beaucoup plus de numérique que le BTS classique, mais clairement, c'est le profil, on va dire, idéal, hein, entre guillemets, pour en candidater en troisième année. Alors, Justine, dans quelle mesure acceptez-vous les bacheliers littéraires, c'est-à-dire l'ancien bac? Sinon, y a-t-il des remises à niveau pour ensuite postuler à la licence pro? Alors, bac littéraire, ouais, je vais être clair avec vous, non. Il y a aucune chance que vous soyez pris sans avoir fait une remise à niveau. Donc là, ça veut dire repasser par une année de remise à niveau, je crois que c'est le DAEU. Donc c'est un diplôme qui vous permet, que vous passez à l'université, qui vous permet d'avoir un niveau équivalent à celui d'un bac scientifique. Donc là, il faudra passer par une remise à niveau avant de pouvoir candidater. Enfin, vous pouvez toujours candidater. Là encore, si vous avez un dossier exceptionnel, une expérience professionnelle, pourquoi pas. Enfin, je ne connais pas les parcours de chacun. Mais si vous avez juste un parcours donc en enseignement dans le secondaire qui est littéraire, là, ce sera pas possible d'être pris en première année, a priori. Ethan, il est en bac pro. Est-ce que c'est possible de pouvoir intégrer la formation? Bac professionnel, alors topo, je suppose. Donc dans ces cas-là, nous, on a déjà pris des gens qui viennent du bac pro topo. Alors là, par contre, c'est les dossiers excellents. Hein, c'est 16 de moyenne minimum pour pouvoir candidater parce que là, la marche est très très haute en termes de niveau, en termes de mathématiques et de sciences. Donc, on prend les très très bons élèves. Donc là, cette année, on a un garçon qui vient de Bac Pro. Ça se passe relativement bien. Donc, normalement, ça va aller au bout, mais il travaille. Ça veut dire aussi peut-être qu'il faut accepter peut-être la première année, de peut-être redoubler la première année pour pouvoir être plus à l'aise ensuite. Hein, c'est pas dramatique hein, de redoubler un an. Si voilà, la marche est vraiment très très haute, donc peut-être qu'il va falloir pour revenir à niveau, avoir mettre 2 ans hein, au lieu d'une. Une question d'Eliott. Est-ce que le présentiel a lieu uniquement sur le site de Marne-la-Vallée ou est-ce qu'il y a d'autres lieux de cours au cours de l'année? Alors, donc sur les 2 premières années, comme je vous l'ai dit, en fait, la plupart, enfin, les cours ont lieu à Marne-la-Vallée. Alors, on va séparer, on va revenir. La première année, c'est Marne-la-Vallée, donc 100%, jusqu'au fin avril. Et puis ensuite, il y a 10 semaines de terrain, 10-11 semaines de terrain à Fort-Calquier. La deuxième année, il y a des cours. Donc, le premier semestre de la deuxième année, il y a une journée où les cours auront lieu à Paris 1, donc Sorbonne. Et ensuite, les autres cours, c'est uniquement à Marne-la-Vallée. Et ensuite, donc en fin d'année, pareil, vers fin avril, après les vacances de Pâques, eh bien, il y a une dizaine, 9 à 10, je crois, 9 semaines de terrain là-bas. La troisième année, donc là, par contre, semestre 1 et 2, il y a une journée de cours à Paris 1 pour tout le monde. Et le reste des cours a lieu donc à Géodata Paris et donc à Marne-la-Vallée. Et sinon, pour les gens qui sont en alternance, évidemment, il y a 2 jours où ils sont 3 jours en entreprise et 2 jours à Marne-la-Vallée sur leur période en entreprise.
Ok. Alors Laetitia demande si on a déjà eu des étudiants qui se sont ensuite orientés vers l'armée de l'air et de l'espace, pour tout ce qui est renseignement de terrain, notamment. Oui. Alors, c'est d'autant plus vrai que souvent dans nos formations, on a des militaires. Donc, en fait, des militaires qui viennent se former justement sur tout le côté télédétection, donc images aériennes, images satellites. Donc, c'est clairement un débouché pour l'armée, et notamment le renseignement. Alors, c'est peut-être un peu plus vrai pour le cursus ingénieur, mais au niveau technicien, c'est aussi le cas. Euh, Jules demande si l'école dispose d'une cité pour loger les étudiants. Alors, comme on est au sein du campus universitaire, bien, vous avez les résidences universitaires dans un premier temps. Donc ça, par contre, l'accès est quand même relativement dur à avoir, hein. Si vous n'êtes pas boursier, c'est un peu compliqué. Mais au-delà donc de les résidences universitaires, eh bien, il y a plein de logements autour enfin, de résidences étudiantes, donc privées. Il y a des logements des chambres chez des gens tout autour. Et à ma connaissance, j'ai pas connaissance d'élèves qui ont du mal à trouver un logement. Donc, s'il y a une offre qui est suffisamment étoffée, pour pouvoir répondre, on va dire, relativement facilement à la demande. Il faut savoir que l'école elle est juste à côté de la ligne, enfin, d'une station de RER A, de la ligne A du RER. On est à même pas 5 minutes de marche de la station de Noisy-Champs. Et donc, bah, voilà, ça vous permet en fait d'agrandir la zone géographique, hein. Si vous êtes près de la ligne A, bah, vous êtes globalement relativement près de l'école. Donc, ça vous permet d'agrandir votre zone de recherche. Juliette qui demande quels sont les horaires des épreuves écrites du concours et comment être sûr qu'on va être convoqué un peu à l'avance au cas où on vient de loin pour le Alors, travail. les horaires, je les ai pas. Mais de toute façon, on va pas ce sera pas à 6 heures du matin. Donc, il y aura, je pense que ce sera raisonnable, hein, genre 9 heures midi. Donc, il y a un QCM de maths et puis une épreuve de français. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à mon avis, c'est 3 heures pour les 3 ou 4 heures maximum peut-être pour le français sur les épreuves. Et donc, bah, en gros, ça sera communiqué sur le site de l'école. Et puis, dès que vous êtes, enfin, vous allez recevoir également des informations par mail avec des convocations écrites où tout sera expliqué. Donc, si vous venez de loin, donc, bah, vous serez normalement prévenu à temps. Et faut pas hésiter à nous écrire, hein. Il y a des adresses mail, des choses comme ça. N'hésitez pas à écrire, hein, si vous avez besoin d'avoir les dates peut-être un peu en avance. Mais de toute façon, les dates, elles sont diffusées sur le site internet. Donc c'est les bonnes. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mystère. Après, sur les entretiens, bah, ça dépend si on a beaucoup de candidats qui sont pris, qui ont passé les épreuves écrites et qui sont sélectionnés. Bah, peut-être qu'il y aura peut-être 2 jours pour les épreuves écrites. Enfin, pour les épreuves orales, excusez-moi. Donc là, c'est à vous de peut-être là encore de communiquer avec l'école pour être sûr du jour où vous voulez arriver à Paris, donc si vous venez de loin. Alors, je continue dans le même Alors, sujet. j'en profite également. Les entretiens pour donc là-bas pour la voie concours, mais pour la voie normale, Parcoursup, voie, on va dire étudiant, les entretiens peuvent se faire, si vous êtes loin, hein, si vous êtes à Brest ou Nice, hein, les entretiens peuvent se faire à distance. Par contre, pour le concours fonctionnaire, ce sera forcément en présentiel. Mais pour l'autre statut, on peut le faire en distanciel. Il y a d'ailleurs Jordan qui demande si on habite dans les dom-toms, est-ce qu'on peut candidater? Oui, il n'y a pas de souci. Pour candidater, le souci, bah, par contre, il n'y a pas de centre dans les dom-toms. Alors, c'est une chose à laquelle on pense, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, faut forcément, pour le concours fonctionnaire, hein, il faut forcément venir sur Paris, quoi, puisque les épreuves ont lieu à l'école. Par contre, pour le statut donc civil, on va dire, donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer
Si vous êtes sélectionné sur votre dossier académique, on fait l'entretien évidemment en présentiel, en distanciel, excusez-moi. Donc on ne va pas vous demander de venir des dom-toms. Pareil, des questions sur les matières. Quelles sont les matières sur lesquelles nous sommes examinés lors du concours pour le statut fonctionnaire et aussi pour l'entretien? Est-ce que c'est juste des questions de motivation ou est-ce qu'il y a aussi des questions de cours? Alors, si c'est sur le statut, donc sous statut fonctionnaire, le concours et les épreuves écrites, il y a une épreuve de maths basée, donc programme première S, enfin première scientifique, non, première générale et spécialité maths en première, et ensuite pour la terminale, ce qui est demandé, c'est le programme de maths complémentaire, option maths complémentaire. Donc, c'est sur ces deux programmes qu'il faut se baser pour préparer les maths, donc c'est un QCM. Et ensuite, il y a une épreuve de français. Euh, Ensuite, donc, si vous êtes qualifié, vous serez sélectionné pour un entretien. Et l'entretien, c'est beaucoup un entretien de motivation. Mais la première partie de l'entretien, en fait, on va vous donner un texte et vous allez, en fait, vous allez avoir une demi-heure pour nous faire une analyse du texte. Et puis, donc, à partir de ça, nous, on va poser des questions. Et puis, on vous posera en plus des questions sur votre motivation. Mais il y a une petite analyse de texte. Il n'y a pas d'épreuve de maths au niveau de l'entretien pour les fonctionnaires. Par contre, pour l'entretien au niveau du sous-statut civil, là, il y aura beaucoup la plupart, enfin, la grande partie d'entretien, ce sera sur la motivation, mais l'autre partie, on vous questionnera sur la culture scientifique, on va dire. Donc, vous aurez une petite épreuve de maths ou de physique, on va dire classique, hein, de culture générale, on va dire scientifique. Donc, c'est pas pour vous piéger, c'est juste pour voir un petit peu comment vous raisonnez. Hein. C'est pas on vous demandera pas de réviser. Vous n'avez pas besoin de réviser globalement, normalement. Avec votre culture scientifique, ça doit marcher. On vous demandera pas de dériver des fonctions très compliquées. Hein, voilà. Si c'est la peur, voilà. Ce sera des choses très simples, normalement. Enfin, Alors, relativement simples. nous avons Étienne qui demande si on peut trouver des annales du concours. Alors, normalement, elles sont diffusées sur le site internet de l'école et sur le site peut-être de l'IGN également. Alors, il faut faire attention parce que le concours a évolué, donc peut-être que vous avez pas les annales ne correspondront pas exactement au concours tel que vous allez le passer vous. Mais voilà, parce que comme je vous ai dit, hein, là, sur l'ancienne mouture, hein, c'était les programmes, oui, c'était en mathématiques, c'était beaucoup plus compliqué. Là, on a réduit les chapitres en maths sur la première générale, spé maths, et puis option maths complémentaire en terminale. Donc c'est un peu plus simple. Et donc ça permet à beaucoup plus de gens de candidater. Je vous rappelle que pour le concours fonctionnaire, la seule condition pour pouvoir passer, hein, c'est d'avoir son bac. Et là, que ce soit un bac littéraire ou un bac n'importe lequel, c'est un concours de la fonction publique, catégorie B. Donc la condition pour accéder à ce concours, c'est d'avoir son bac, quelle que soit la CA. Euh, Félix, si le vœu est validé sur Parcoursup et qu'on est convoqué pour l'entretien, s'engage-t-on à passer cet entretien coûte que coûte? A Oui. priori, oui. Oui. Si vous vous présentez pas, vous aurez 0 sur la note. Enfin, ce sera éliminatoire. Donc, si vous vous présentez pas, il y a pas d'espoir d'être sélectionné ensuite. Par contre, si dans un premier temps, si vous avez un empêchement sur la première date qu'on vous a communiquée pour passer l'entretien, et là, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Et puis, il y a plusieurs sessions pour les entretiens, et on essaiera de caler un entretien sur un autre jour, un autre moment, où vous serez libre. Donc, a priori, il y a plusieurs sessions pour les entretiens, donc ce serait étonnant qu'on n'arrive pas à trouver un moment où vous êtes libre. Alors, à l'obtention de la licence, comment se fait l'affectation dans les services sites géographiques de l'hygiène pour les fonctionnaires?
Alors ça se passe, c'est au bout de la troisième année, on va dire en fin de cursus, eh bien il y a la DRH de l'IGN qui va vous communiquer les postes qui sont à pourvoir à l'IGN pour les géomètres. Et donc après c'est à vous de, enfin c'est à vous, ce sera à vous de vous positionner sur les postes. Et ensuite, entre la DRH, votre classement au niveau de l'école, ce que vos désirs, les désirs de la DRH, ça va être un compromis entre ces trois paramètres pour avoir, pour qu'on vous donne un poste qui vous corresponde le mieux. Mais voilà, ce sera un premier poste, hein, donc comme tous les premiers postes, c'est pas forcément le poste rêvé, hein, auquel vous auriez rêvé auparavant. Mais voilà, donc c'est la DRH qui donne des postes à pourvoir. Donc c'est ensuite à vous de voir sur lesquels vous sentez le plus à l'aise avec. Alors, on arrive à la fin des questions. En tant Mhm. qu'étudiant étranger actuellement inscrit au CUE-FEE de l'Université de Tours pour l'obtention du DUEF B2, je souhaiterais savoir si mon profil sous réserve de réussite aux épreuves d'admission pourrait rencontrer des difficultés particulières en matière d'intégration dans la formation. Alors, je connais pas forcément la signification des sigles, Moi non plus, je mais suis pas bien. si c'est équivalent à ce qu'on vous demande, si voilà, il y a aucun souci. Le seul souci, si vous êtes étranger, c'est que vous ne pouvez pas candidater sous statut fonctionnaire. Voilà. Donc, enfin, sauf si vous êtes européen et membre ou suisse ou membre de certains pays de l'Union européenne ou qui a des accords avec l'Union européenne. Mais pour le cursus civil, c'est-à-dire non fonctionnaire, il n'y a aucun souci, hein. On a des élèves étrangers, hein. On a des élèves qui passent par Campus France et qui viennent régulièrement, tous les ans, se former dans notre école. Ok. Donc le CUE-FEE, c'est le Centre universitaire de formation en langue et culture française et il prépare un diplôme universitaire d'études françaises. Il faudra voir là, peut-être que donc dans votre dossier, faut pas hésiter à mettre des documents en plus hein, de ce qui est demandé par Parcoursup pour qu'on puisse étudier votre dossier. Parce que là, si c'est des formations très, très particulières, en fait, Parcoursup n'est pas formaté pour ça. Donc là, faut pas hésiter à peut-être même à nous envoyer des mails avec en fait un descriptif de la formation, vos notes, vos bulletins, parce que Parcoursup ne le fera pas forcément. D'accord? Donc, si vous voulez qu'on étudie votre dossier, qu'on ait les bonnes informations, il ne faut pas hésiter à communiquer, à être proactif hein, et à nous communiquer des données et des éléments qui nous permettent de mieux connaître votre formation. Ok. Et du coup, je suis perdue dans les questions. Est-ce qu'il y en a qui postulent et qui ne sont pas convoqués? Ceux qui postent, en gros, si vous ne recevez pas de convocation pour les entretiens, ça veut dire que vous n'avez pas été sélectionné pour passer les entretiens. Donc en gros, c'est assez binaire, hein. Soit vous êtes convoqué, soit vous n'êtes pas convoqué. Mais si vous êtes convoqué, voilà, il faut, et si vous venez, vous serez classé. Et donc il y a voilà, on va prendre sur Parcoursup, il y a 14 élèves qui sont 14 ou 15, je ne me rappelle plus. Bon, on va dire autour de 14 hein, qui seront pris. Et puis, selon par ordre de mérite, vous serez classé. Il y aura une liste d'attente. Et puis, donc, ça se fera comme toutes les formations, hein. Donc, on- vous allez recevoir, en fait, si vous êtes sur liste d'attente, s'il y a des gens qui prennent une autre formation, ça va libérer des places et puis vous pourrez être pris ensuite sur la formation. Alors, je veux dire, à l'heure actuelle, on est une formation qui est relativement jeune, hein, donc on n'a pas 500 candidats, on a une centaine de candidats pour 20 places, mais voilà, c'est Parcoursup, donc les jeunes candidatent sur beaucoup de formations. Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes 40e, voilà, qu'on en prend 15, que ça ne marche pas. En général, je dis bien en général, pour l'instant, tous les gens qui étaient sur liste d'attente ont été pris. Je dis bien cette année, mais là encore, hein, plus on a de candidats et moins ce sera vrai.
Et la dernière question, à laquelle Timothée a apporté une réponse. Quelles sont les différences entre la licence pro et les masters proposés à Géodata Paris et le cycle ingénieur? Euh, Du coup, oui, bien sûr, Timothée, comme Timothée l'a dit, c'est pas le même, c'est pas au même niveau. Bah, le cycle ingénieur, enfin, c'est pas le même niveau d'entrée. La licence pro, c'est post-bac, cycle ingénieur, c'est post-prépa. Et master, pareil, il faut avoir fait une formation avant. Et après, ce sont pas les mêmes enseignements également. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Timothée, c'est un peu plus euh, poussé. Enfin, je dirais oui, poussé en cycle ingénieur. C'est la suite, en fait, de ce qu'on apprend en licence pro. Mais oui, du coup, c'est plus la différence se fait plus au niveau de l'admission et aussi bah, des enseignements. Mais Timothée a très bien répondu. Merci beaucoup. Et je pense que c'est tout. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Franck, tu as quelque chose à ajouter? Timothée, avant qu'on Pour moi, se quitte? c'est bon. Je pense qu'on a Ok. été à peu près complet. Oui, Voilà, enfin, ce que j'ajouterais, c'est surtout n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, bah, vous n'hésitez pas, à nous écrire et puis on tâchera de exactement. vous répondre le plus rapidement possible. Exactement. Du coup, bah, merci à tous d'avoir participé. Vous recevrez bien sûr le replay avec la présentation. Et comme l'a dit Franck, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez une quelconque question à laquelle on n'aurait pas répondu ce soir. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir, merci Franck, Au merci revoir. Timothée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.